énorme bonjour à tous. Bienvenue à cette première session de notre cycle de conférences sur Internet, consacré à l'ESG et plus particulièrement avec un focus dédié justement aux piliers de l'engagement citoyen d'Easy Bourse. Un cycle de conférences en partenariat avec la F2IC, la Fédération française des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Trois piliers que sont la transition énergétique, l'inclusion sociale et le développement des territoires. Et aujourd'hui, nous consacrons cette première session à la transition énergétique et plus particulièrement à l'hydrogène vert. 4 principales rubriques, une minute pédagogique, une minute pratique, des messages clés. Et enfin, pourquoi et comment investir sur l'hydrogène vert en compagnie de 2 entités phares, Engie et CPR Asset Management, que je laisse justement Véronique Cordoliani, pardonnez-moi, secrétaire générale de la F2IC, présentée. Bonjour à tous et écoutez, enchantée de cette première réunion. Les sociétés Engie et CPR Asset Management inaugurent cette première édition électronique intitulée « Avenir pour l'hydrogène vert » qui se déroulera en 45 minutes à 1 heure, puisque une séance de questions-réponses fera suite de cette présentation. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour notre première édition intitulée « Quel avenir pour l'hydrogène vert ?» Monsieur Franck Le Baron, qui est adjoint à la vice-présidente Hydrogène Group de la société Engie. Madame Axel Lima, qui est responsable du service relations actionnaires d'Engie. Monsieur Alexandre Cornu, qui est gérant action thématique chez la société de gestion CPR Asset Management. Donc, vous aurez ce soir la chance d'avoir des témoignages de spécialistes de marché. Tout d'abord, Franck Baron est dans le domaine de l'énergie depuis une trentaine d'années, en passant par Engie, EDF Suez, sans parler de vos autres expériences de conseiller en commerce extérieur de la France. Donc, c'est vraiment un domaine dans lequel vous êtes spécialisé. Ensuite, Alexandre Cornu, gérant action thématique chez CPR Asset Management. Vous avez également été chez Condriam, chez CICAM, SG, à Londres également. Et je crois que vous gérez CPR Invest Hydrogène, un fonds thématique vraiment lié à l'hydrogène, justement, sur le sujet, et un assez gros fonds. Et puis Axel Lima, responsable du service relations actionnaires d'Engie, que les actionnaires d'Engie connaissent tous. Voilà, je laisse donc la parole, en fait, à Imen pour notre première partie. Et tout de suite, nous allons commencer avec l'introduction et notamment la définition du sujet. Merci Imen, merci beaucoup, bonjour à tous. Merci d'avoir fait signe à Engie pour cette session cobaye, d'après ce que je comprends. Mais pour parler d'hydrogène vert, merci d'avoir sollicité Engie. Vous savez que pour nous, chez Engie, c'est important l'hydrogène, j'y reviendrai. Et Engie est un des rares groupes mondiaux à être vraiment sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production à la distribution, passant par le transport. Et on a plus qu'une ambition, on est sur le terrain. Donc, très content que vous ayez invité Engie. Je vais répondre à votre première question. Qu'est-ce que l'hydrogène vert ? Brièvement, pour vous qui suivez cette émission. D'abord, l'hydrogène, c'est pas nouveau. L'hydrogène, c'est utilisé dans l'industrie depuis des décennies. Et en fait, qu'est-ce qui est nouveau ? C'est qu'on sait fabriquer de l'hydrogène renouvelable. Et pourquoi ça se passe maintenant ? C'est qu'on pense que fabriquer de l'hydrogène renouvelable va être dans les années à venir assez proche, à peu près à parité à l'hydrogène non renouvelable. Et donc, c'est le moment que ça se passe. Et cet hydrogène renouvelable, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un hydrogène fabriqué à partir d'électrolyse de l'eau. Vous prenez de l'eau, donc c'est H2O, vous séparez donc électrolyse avec un courant électrique vers H2, donc hydrogène, et de l'oxygène. Voilà, vous avez de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est la façon, ce qu'on appelle d'hydrogène vert, hydrogène renouvelable, c'est ça. Et pour qu'il soit complètement renouvelable, il faut que l'électricité que vous mettiez dans votre électrolyseur, ce soit de l'électricité renouvelable, évidemment, idéalement. Alors, dans un premier temps, cette électricité, elle ne sera peut-être pas complètement renouvelable à 100%. On pourra utiliser le réseau, et on a de la chance en France d'avoir un réseau assez décarboné, finalement, avec notamment le nucléaire. Donc, dans un premier temps, le temps que ça se développe, ça sera peut-être de l'hydrogène pas complètement vert, mais il sera quand même assez proche du vert. Et donc, pourquoi cet hydrogène
vert, quel est son intérêt? C'est que vous savez que l'hydrogène est beaucoup utilisé dans l'industrie aujourd'hui et malheureusement, c'est l'hydrogène gris fabriqué de façon assez carbonée. Et donc, l'idée, ça serait de remplacer l'hydrogène gris par l'hydrogène vert dans certaines industries. Cet hydrogène, on y reviendra, je pense, après, il peut être aussi utilisé dans ce qu'on appelle des piles à combustible. Ça, c'est notamment intéressant dans la mobilité, principalement la mobilité lourde. Et quand vous mettez de l'hydrogène renouvelable dans une pile à combustible, typiquement un véhicule avec pile à combustible, vous ne rejetez que la vapeur d'eau. Donc, l'intérêt, c'est zéro carbone, mais c'est aussi zéro émission, zéro odeur, zéro fumée, zéro vibration, etc. Voilà tous les intérêts, mais je pense qu'on y reviendra. Donc, vous l'aurez compris, l'hydrogène vert, hydrogène fabriqué à partir d'électrolyse de l'eau et d'énergie renouvelable, et il y a un intérêt pour la décarbonation, mais aussi pour la qualité de vie. Je m'arrête là pour laisser Alexandre rebondir. Merci Franck, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous pour cette discussion sur l'hydrogène vert dont on entend de plus en plus parler, même si on est au tout début d'une histoire industrielle qui va se prolonger sur des décennies. Alors je suis gérant donc d'un fonds qui est vraiment dédié à investir tous ses encours sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène vert chez CPR Asset Management, qui est la maison de gestion thématique du groupe Amundi. Alors, comment est-ce que je peux compléter la réponse déjà apportée par Franck en disant avant tout que donc l'hydrogène vert, c'est un vecteur d'énergie décarbonée? Pourquoi on en a besoin? Parce qu'aujourd'hui, l'urgence climatique est là, hein. Mais la seule réponse qu'on doit y apporter, eh bien, finalement, c'est de réduire les émissions de CO2 et pour ça, promouvoir les énergies renouvelables qui ont besoin d'un complément pour aller jusqu'où elles ne peuvent pas aller parfois parce qu'on ne peut pas tout électrifier. Donc, comme Franck l'a envisagé et déjà expliqué, eh bien, dans certaines industries qui sont très polluantes, on ne peut pas les électrifier ou encore dans certains modes de transport lourd, on ne peut pas les électrifier. Une illustration, l'acier par exemple, c'est 7% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un procédé aujourd'hui très connu et largement déployé pour fabriquer de l'acier dans des hauts fourneaux en présence de charbon à coke. Alors à chaque fois qu'on produit 1 tonne d'acier, on émet 2 tonnes de CO2. Ensemble, l'industrie représente donc 7% des émissions de gaz à effet de serre. Et il existe déjà un procédé alternatif qui consiste à réduire directement le minerai de fer en présence d'hydrogène et ensuite en utilisant un four à arc électrique, eh bien on peut baisser et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre de 95%. C'est-à-dire qu'en somme, il existe déjà un process industriel connu, mature, qu'on peut donc largement déployer, qui permet de décarboner l'industrie la plus polluante du monde. Voilà un des usages qui est actuellement en train d'être déployé de l'hydrogène vert et qui traduit la raison pour laquelle on s'y intéresse beaucoup et pourquoi il faut soutenir le développement de sa production, des infrastructures qui supportent justement son transport, son stockage et également de ses usages. Voilà, à mon tour, je m'arrêterai peut-être ici pour cette introduction. Très bien. Merci Véronique. Pourquoi une telle montée en puissance? Alors, on l'a vu tout à l'heure, l'hydrogène, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est l'hydrogène vert qu'on va fabriquer par électrolyse de l'eau. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'avec la baisse du coût des énergies renouvelables et avec l'abondance des énergies renouvelables, on a cette énergie pour fabriquer l'hydrogène renouvelable. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, ni Alexandre ni moi, c'est que pour fabriquer cet hydrogène vert, cet hydrogène renouvelable, l'essentiel du coût, ça vient de l'énergie renouvelable, c'est plus de 50%. Et donc, il faut cette énergie renouvelable, il faut des coûts assez bas. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment. Donc, il y a plusieurs facteurs, je dirais, pour une telle montée. Je les ai listés. D'abord, la prise de conscience de la nécessité de la décarbonation, de l'industrie, de la mobilité, etc. Vous avez la baisse du coût des énergies renouvelables et puis l'abondance, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Vous avez, avec la montée en puissance de du sujet de l'hydrogène et des électrolyseurs, vous avez de plus en plus d'usines de fabrication d'électrolyseurs, ce qu'on appelle les gigafactories. Il y a des projets en France, etc. Et donc, avec cette montée en échelle, vous allez avoir une baisse des coûts de fabrication des électrolyseurs également. Par ailleurs, comme vous avez cette prise de conscience, vous avez cette prise de conscience de la décarbonation, mais aussi du rôle de l'hydrogène
Parce que ce qu'Alexandre a dit tout à l'heure, c'est que l'hydrogène, c'est un vecteur, hein. Mais ce qu'il faut qu'on rajoute aussi, c'est que l'hydrogène, ce n'est pas la solution. L'hydrogène, ça va être une partie de la solution, mais une partie très importante. On l'a vu, décarbonation de l'industrie. Alexandre a cité le monde de l'acier, mais vous avez aussi le monde du ciment, vous avez le monde de la métallurgie, vous avez le monde voilà, des engrais également, de la fabrication. Donc, toutes ces industries, elles vont remplacer, de façon à se décarboner, elles vont remplacer de l'hydrogène fabriqué de façon un peu moins propre par de l'hydrogène renouvelable, ou alors cet hydrogène va dans les piles à combustible. Donc pour terminer, je dirais qu'il y a cette prise de conscience, et cette prise de conscience, elle a conduit les différents pays. Vous avez énormément de pays dans le monde maintenant qui ont leur feuille de route hydrogène, et souvent, ça s'est fait dans les 3 dernières années, et souvent, ces feuilles de route hydrogène, elles s'accompagnent de plans de financement, voire de subventions. Parce que les États ont compris qu'il y avait cette nécessité autour de l'hydrogène vert et qu'il allait avoir un rôle indispensable pour la décarbonation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement la décarbonation, mais aussi la qualité de vie avec le zéro émission, notamment dans les centres-villes pour des bus, des trains, etc. Donc tous ces facteurs font que ça se passe maintenant. Et je vais laisser Alexandre compléter, j'aurais peut-être oublié des choses. Merci Franck. Alors vous l'avez bien résumé, il y a une urgence. Il y a une urgence climatique et il y a des solutions qu'on peut apporter. Et l'hydrogène, donc en complément de l'électrification généralement de la planète, qui va permettre de remplacer finalement les hydrocarbures, parce que rappelons-le, le mix énergétique mondial à 80%, il est encore composé d'hydrocarbures, pour 30% de pétrole, pour 30% de charbon et pour 20% de gaz. Et donc petit à petit, il faut le décarboner. Engie est de fait très bien placé, d'ailleurs présent dans notre fonds, est très bien placé pour ça, parce qu'ils développent des énergies renouvelables. Ils sont dépositaires de tout le savoir-faire autour de la première solution de décarbonation, qui consiste à déployer de, du gaz naturel en lieu et place du charbon, et plus tard donc de l'électricité issue de sources renouvelables. Mais encore une fois, cette électricité renouvelable ne peut pas atteindre tous les pans de l'économie, et donc l'industrie, le transport lourd, parfois c'est difficile. Et puis déployer des énergies renouvelables, ça crée de nouveaux problèmes, parce que les sources renouvelables, elles ne sont pas localisées nécessairement là où on le souhaite, et elles sont intermittentes. Donc, à mesure qu'on déploie des capacités d'énergie renouvelable, il faut déployer des capacités de transport et de stockage de cette énergie. Et donc, ce que permet de faire l'hydrogène, c'est de convertir un électron net zéro en une molécule net zéro qui est celle de l'hydrogène. On peut à nouveau donc la transporter et la reconvertir si nécessaire en un électron net zéro au moment et au lieu où on aura besoin de la consommer. Donc, c'est vraiment plein de vertus qui, in fine, ont laissé penser, en essayant d'extrapoler tous les usages qui pourraient être faits de l'hydrogène vert, laisser penser donc que ça pourrait remplir à peu près 15 à 20% des besoins énergétiques d'ici 2050 et réduire d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, c'est considérable. Autrement dit, s'agissant du marché de l'hydrogène, on parle d'un marché qui aujourd'hui est de 95 millions de tonnes, essentiellement constitué d'hydrogène gris, comme le rappelait Franck. Et si on déploie tous les usages potentiels de l'hydrogène, d'un hydrogène vert, ça pourrait dépasser 500 millions de tonnes à horizon 2050. Donc pour ça, il y a urgence, urgence parce qu'aujourd'hui, les coûts sont trop importants pour produire de l'hydrogène vert. En revanche, la trajectoire qu'il faut suivre pour réduire ce coût à un niveau qui le rendrait compétitif vis-à-vis de toute alternative carbonée, cette trajectoire, à nouveau, elle est connue. Il s'agit de déployer des grandes quantités d'énergie renouvelable, ce qui fera mécaniquement baisser son prix, essentiellement si on le fait justement dans de l'élocalisation où le prix marginal de la production d'électrons net zéro sera extrêmement faible. En parallèle de quoi, il faut déployer des grandes capacités de production d'électrolyse qui, mécaniquement, via les économies d'échelle qu'on a vu s'opérer dans d'autres secteurs industriels, permettront de diminuer significativement le prix de ces électrolyseurs, de ces équipements qui sont critiques et qui font aujourd'hui cruellement défaut. Donc on en parle beaucoup et il y a une montée en puissance très importante parce que ces déploiements, ils doivent être soutenus. Et ça, Franck l'a indiqué. Il y a des plans étatiques qui servent donc à conduire et à planifier le déploiement de cette filière, des planifications comme on n'en a pas vu depuis longtemps, alors qui prennent des formes qui sont différentes selon la culture des zones géographiques dans lesquelles on se trouve. Vous savez, on a coutume de dire que la Chine dirige et planifie, que les États-Unis aident, que l'Europe régule. Donc la forme, encore une fois, de ces plans est à chaque fois très différente. Mais en somme, ce qu'on observe, c'est que globalement, il y en a partout. Aujourd'hui, il y a plus de 40 plans nationaux qui soutiennent le déploiement de l'hydrogène dans le but qu'à horizon, disons, 2030, on ait atteint des coûts
qui rendent à nouveau l'hydrogène vert compétitif vis-à-vis de toute alternative, si bien qu'il pourra continuer son déploiement sans plus avoir besoin d'être subventionné, mais d'ici là, baisser ses coûts et augmenter les capacités de production et stimuler la demande, et aussi soutenir toutes les infrastructures nécessaires à son transport et à son stockage. Les défis à relever, je vais commencer par le premier qui est la pédagogie. On entend tout et n'importe quoi sur l'hydrogène. Je ne ferai pas forcément référence à un documentaire qui est passé en début de semaine sur l'hydrogène, on entend tout et n'importe quoi. Et donc, merci à vous d'organiser ce genre de séminaire parce que ça permet d'expliquer la différence entre hydrogène vert, hydrogène gris, etc. Donc, c'est très important. Et peut-être aussi, quel est l'intérêt de l'hydrogène et de montrer aussi que ce n'est pas la solution, l'hydrogène. C'est une partie de la solution et il ne faut pas opposer forcément hydrogène et électricité, par exemple. Typiquement, il y a des gens qui disent « Ah, voiture hydrogène ou voiture électrique ?» Eh bien non, les deux. Parce que finalement, la voiture particulière, elle sera plutôt électrique. La voiture hydrogène, elle est intéressante pour plutôt quand on a besoin de faire des kilomètres, ou plus pour des camions, pour des bateaux, etc. Donc, il y aura les deux. Donc, il ne faut pas opposer. Il faut voir voilà, quelle partie va être où est-ce que l'hydrogène renouvelable va être le plus intéressant, à la fois pour décarboner, et puis il faut aussi qu'il soit compétitif. Donc, je commencerai par la pédagogie, donc merci pour cette séance. Après, les différents défis, ils sont passionnants. D'abord, on voit que les courbes de baisse des coûts d'énergie renouvelable et de fabrication d'électrolyseurs continuent à descendre. Il faut de la disponibilité d'énergie renouvelable, comme l'a dit Alexandre, mais aussi des connexions électriques, parce que si on fait des installations de fabrication d'hydrogène quelque part, il faut évidemment une connexion électrique, donc c'est important. Il faut trouver des utilisateurs, en fait. Le client, ça va être celui qui va dire « Moi, mon usine, elle utilise de l'hydrogène gris aujourd'hui, je veux passer au vert, alors je suis prêt éventuellement à payer un peu plus cher, parce qu'au final, mon client sera prêt à payer un peu plus cher. » Prenez l'exemple de quelqu'un qui va acheter une voiture, une Tesla, par exemple. Eh bien, je pense qu'il est capable, ou il est prêt à mettre un petit peu plus cher pour que l'acier utilisé pour fabriquer sa voiture, il soit vert, par exemple, donc fabriqué avec de l'hydrogène indirectement. Donc, il faut des clients pour ça, des gens qui soient prêts aujourd'hui peut-être à diminuer leur marge ou à payer un petit peu plus pour acheter de l'acier vert, de l'engrais vert, etc. Il faut ensuite quelques subventions, parce qu'on l'a vu, il y a encore un écart entre l'hydrogène vert et l'hydrogène gris aujourd'hui. Donc, pour les gens qui ne sont pas tout à fait prêts à passer ce cap, si on peut donner quelques petites subventions au départ pour que les projets décollent, parce que vous savez le problème de la poule et de l'œuf, s'il n'y a pas de production, il n'y aura pas d'usage. S'il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de production. Et donc, finalement, ces subventions, elles sont là pour être le petit catalyseur qui va permettre que les projets décollent. Et ça, c'est important. Il faut aussi des réglementations, parce qu'aujourd'hui, en Europe, il y a un certain nombre de réglementations qui se mettent en place, mais elles n'ont pas toutes atterri. Et c'est important que les choses soient claires. Pourquoi ? Parce que pour que les investisseurs investissent, il faut de la visibilité. Et ça, c'est important que les règles soient claires, que ce soit d'ailleurs en France, en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, que les règles soient claires. Et puis aussi, les infrastructures. En fait, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore les infrastructures et c'est normal. Donc, vous allez produire de l'hydrogène quelque part. Peut-être que les premières années, on va être obligé de transporter l'hydrogène de la production à la consommation par des camions, qui sont peut-être des camions diesel dans un premier temps. Tout ça, ça va évoluer. Il y aura des pipelines, et c'est là où la filiale d'Engie GRT Gaz travaille. Il y aura des pipelines à hydrogène, mais c'est trop tôt pour dire on va faire un maillage. Mais on voit qu'il y a des choses qui commencent. Vous avez vu ce projet entre Barcelone et Marseille de pipeline à hydrogène. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Et on revient à la question précédente. C'est un moment passionnant parce que tout se met en place. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit qu'il y a 60 ans, la France a été un des précurseurs pour développer le gaz naturel liquéfié et les chaînes, et notamment l'ancêtre d'Engie, Gaz de France, a été un des grands acteurs de ça. Eh bien, au départ, on commence petit à certains endroits et puis finalement, le maillage se fait. Et ça, c'est très important. Et dernier point que je veux signaler, il faut des terrains, il faut du foncier parce que quand on développe des installations de production d'hydrogène, il faut qu'elles soient proches des consommateurs.
Il faut qu'elle soit proche des pipelines pour être évacuée plus tard. Idéalement, ça peut être près d'un port, parce qu'à terme, on pourrait imaginer qu'il y aura du transit d'hydrogène entre pays producteurs, pays consommateurs. Ça se fera sans doute par bateau. Donc, il faut imaginer tout ça, et c'est ça qui est passionnant. Donc, voilà les quelques défis à relever, mais c'est ça qui est extrêmement motivant, c'est que les acteurs sont en train de se rencontrer depuis quelques années, et on voit que si chacun fait sa part du projet, que ce soit le producteur, le consommateur, celui qui va stocker, celui qui va transporter, les choses vont se mettre en place et ça va être absolument passionnant. Et une fois encore, ça sera un élément de la solution de décarbonation de notre planète. Alexandre, je te laisse continuer. Merci Franck. Alors, il y a eu beaucoup d'éléments vraiment essentiels qui traduisent bien les défis à relever. Et je pourrais ajouter qu'il faut donc soutenir l'offre, soutenir la demande, soutenir les infrastructures et qu'on est dans une course parce qu'il s'agit de construire rapidement pour répondre aux défis climatiques une solution de décarbonation. Tout en considérant finalement qu'on s'inscrit dans le temps long parce qu'on est en train de bâtir de nouvelles infrastructures énergétiques qui sous-tendent toute activité économique. Donc en somme, c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre le temps de la réflexion et de bien encadrer les développements par un tissu notamment juridique, qui est de soutien également financier, réglementaire, qui permettent d'arriver là où on le souhaite. Et le défi, il est énorme. Pour traduire ça en quelques chiffres, eh bien, Songé et Engie pourra le préciser, donc Franck saura mieux le dire que moi, mais je crois qu'il y a à peu près 2 millions de kilomètres de pipelines qui transportent du pétrole et du gaz actuellement à la surface de la Terre. Il y a à peine 15 000 kilomètres de pipelines qui sont aujourd'hui compatibles pour transporter de l'hydrogène. Alors imaginez le défi si on veut effectivement eh bien, atteindre les objectifs qu'on s'assigne et qui permettrait de décarboner à hauteur de 15 à 20 encore une fois la planète, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc ce sont des investissements qui sont très importants. Et là, on se rend compte que finalement, il y a des enjeux de compétitivité, de souveraineté qui sont considérables. La crise ukrainienne a révélé les enjeux de souveraineté énergétique qui sont posés à l'Europe dès lors qu'ils avaient une solution énergétique qui était fondée sur l'accès et la référence au prix du gaz. Et dès lors que finalement le robinet a été fermé, on s'est retrouvé quand même un petit peu inquiet finalement des sources alternatives qui allaient pouvoir nous permettre finalement de continuer à vivre comme on en avait pris l'habitude. Et donc pour ça, il faut trouver des sources alternatives et compétitives qui sont finalement des promoteurs et des soutiens au développement de l'hydrogène, mais qui nécessitent donc d'encadrer encore une fois ce développement selon des formes qui conviennent à tous. Et là, on voit par exemple qu'en Europe, eh bien, il y a des querelles de chapelle selon les intérêts et les lobbies portés par les uns et les autres. En ce moment, la France, évidemment, essaye de promouvoir la possibilité de pouvoir faire reconnaître l'idée qu'un hydrogène qui serait produit à partir d'une électricité nucléaire serait évidemment bas carbone et doit être soutenu. Les Allemands s'y opposent parce qu'ils ne sont pas dépositaires de ces technologies et ne souhaitent pas les soutenir. À l'inverse, ils souhaitent développer et entretenir l'idée que les véhicules thermiques, finalement, pourraient être prolongés dans leur durée de vie dès lors qu'ils fonctionneraient avec des e-fuels qui sont des dérivés de l'hydrogène. Parce que sans ça, en arrêtant comme c'est prévu a priori dans les projets de loi actuels en 2035 l'autorisation de vente de véhicules thermiques, eh bien on ouvrirait la porte à l'invasion finalement de produits alternatifs, notamment chinois, de véhicules complètement électriques. Donc les problèmes sont extrêmement nombreux, ils renvoient à énormément de filières industrielles, à des antagonismes parfois. C'est-à-dire qu'en ce moment, heu, c'est pas nécessairement extrêmement simple de dénouer la vitesse à laquelle les choses vont se déployer. Parce qu'aussi, on est dans le monde, de l'industrie. On n'est pas, comme j'ai coutume de le dire, dans le monde du logiciel. Il ne s'agit pas de décliner des lignes de code par centaines dont vont s'emparer des millions d'individus en 15 jours, mais de déployer finalement des infrastructures. Par analogie, on peut penser finalement à la construction d'un immeuble. Quand les fondations ont été bâties, ensuite les étages poussent les uns après les autres très rapidement. Mais pour bâtir ces fondations, on a l'impression qu'il ne se passe rien pendant 1 an, voire 2 ans. Mais en ce moment, on en est à peu près là. C'est-à-dire qu'on est en train de résoudre toutes les problématiques réglementaires, de définir la nature des soutiens qui doivent être apportés. On sait où on doit aller, encore une fois. Les usages, ils sont connus, on doit les déployer. On sait que ça peut participer à atteindre les objectifs qu'on s'est assignés, encore une fois, 15 à 20 d'émissions carbonées en moins. Mais il faut du temps pour mettre en œuvre tout ce qui doit l'être pour pouvoir atteindre ces objectifs et notamment résoudre les problèmes de goulot d'étranglement qui se posent dans les capacités justement d'électrolyse. Aujourd'hui, il y a à peine 2 gigawatts équivalents de capacité d'électrolyse déployées dans le monde.
On en a besoin à un horizon de 2030, si on va atteindre les objectifs qu'on s'assigne, de près de 300 gigawatts. Ça paraît rien, mais une unité de fabrication d'1 gigawatt d'électrolyse, c'est une usine qu'il faut 24 mois à construire et qui coûte des dizaines de millions d'euros. Donc on a besoin de soutien notamment au travers de subsides, c'est-à-dire de subventions. En Europe, il y en a au travers de ce qu'on appelle les IPCEI, Important Project of Common European Interest, qui ensemble ont déjà réuni à peu près 30 milliards de subsides privés et publics qui désignent directement des projets associés à des entreprises pour construire rapidement des usines. Donc on ne voit pas encore leur production, mais elles sont en train d'être bâties, ces usines, et demain, eh bien, elles vont permettre, encore une fois, d'atteindre les objectifs qu'on se propose d'atteindre. Et aux États-Unis, il y a un plan qui a une forme différente, qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, et qui soutient le développement rapidement de la filière au travers d'une Production Tax Credit qui rend immédiatement compétitive l'hydrogène. C'est très attractif. Donc, à nouveau, un enjeu de souveraineté parce que c'est tellement attractif que ça fait faire déployer des acteurs internationaux leurs projets aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Donc, vous voyez, il y a énormément de défis effectivement à relever, mais une trajectoire ou en tout cas un horizon qui, lui, est clairement défini. Peut-être, Imen, si vous permettez, je vais revenir sur un point qu'Alexandre a évoqué, il y a le côté à la fois attractivité, donc on imagine bien qu'il y a plein d'acteurs qui ont envie de s'intéresser à l'hydrogène, et on le voit aujourd'hui, mais attention, un défi, c'est que, Alexandre l'a dit, une installation d'hydrogène, c'est une usine, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas comme un panneau solaire, enfin, voilà, c'est des choses très différentes, c'est une usine. Et donc vous avez aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui veulent se lancer dans l'hydrogène, mais attention, l'hydrogène, c'est un gaz, c'est sérieux, il faut confier ça à des gens sérieux qui savent gérer ce genre de choses. Ça peut être Engie, mais ça peut être d'autres, hein, des gens qui connaissent ces sujets-là, et puis qui savent aussi concevoir, construire et opérer des usines de fabrication, des électrolyseurs. C'est quand même du sérieux, donc c'est des usines complexes qu'il faut. Et donc on est parfois impatient, on a envie que les choses avancent vite. On voit que les projets mettent du temps. Alors, on a parlé de réglementation tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que ce sont quand même des ouvrages complexes à concevoir. Donc, il y a des études de préfaisabilité, faisabilité, il y a souvent des enquêtes publiques. Donc, avant de prendre la décision d'investir, ça prend un petit peu de temps. Mais on a vu qu'en 2022-2023, il y avait une accélération. Et enfin, il y avait des projets qui arrivaient sur le terrain. Donc, les gigawatts, ils ne sont pas encore arrivés, mais on sent qu'il y a déjà des mégawatts qui sont installés. Nous, Engie, on en a déjà un certain nombre qui sont sur le terrain, mais c'est vraiment le début. On va y arriver, mais ça met un petit peu de temps. Mais là, on sent qu'il se passe des choses en ce moment, là. 2022-2023, on arrive dans le concret. Avant, on était dans les stratégies, les ambitions. On a maintenant des projets sur le terrain. On voit les choses bouger. Merci Franck d'avoir insisté sur ce point. Pour tout de suite battre en brèche justement un reproche qu'on formule à l'hydrogène qui est peut-être celui de son efficacité énergétique. Tout de suite pour dire, c'est pas important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les enjeux prioritaires qu'il faut relever, c'est la sécurité et la fiabilité. Et il faut des acteurs industriels d'envergure qui ont un savoir-faire reconnu comme Engie pour maîtriser justement ces technologies et déployer à l'échelle industrielle. Et ensuite, ça va être la disponibilité, le coût et les aspects green que l'on recherche au travers d'une telle technologie qui vont permettre de la porter. Mais le fait que son efficacité énergétique initialement soit reconnue comme faible n'est certainement pas un obstacle qui ne peut pas être dépassé pour déployer cette technologie. Et pourtant, c'est un reproche qu'on entend souvent. Juste pour référence, sachez que le véhicule thermique, son efficacité énergétique, après 100 ans de déploiement et d'optimisation, reste relativement modeste, pour pas dire mauvaise, à peu près 55%. Pour autant, il y a près d'1 milliard de véhicules qui ont été déployés sur la planète et qui fonctionnent avec du diesel ou de l'essence. Donc encore une fois, ce n'est pas un frein dès lors que la sécurité, la fiabilité sont garanties, la disponibilité, le coût et sa compétitivité évidemment, et nouvellement, s'agissant des solutions qu'on se propose de déployer, l'attractivité sous le plan environnemental sont assurées par la solution qu'on se propose de déployer. Et s'agissant des projets, il y a une semaine, le Hydrogen Council a publié la mise à jour de son rapport annuel sur la situation justement des projets. Eh bien, à l'heure où on parle, il y a plus de 1000 projets d'une envergure industrielle qui sont pas en études initiales, mais déjà à un stade très avancé, dont un gros 10% qui a été contractualisé et qui porte sur plus de 300 milliards de dollars d'investissement qui ont donc été
identifiés par l'Hydrogen Council et McKinsey dans la mise à jour de leur rapport annuel. Donc, vous voyez, comme Franck le disait, les choses ont réellement commencé. Merci Véronique. Donc on l'a vu, l'hydrogène, c'est pas la solution, c'est une solution. Donc moi le message que je voudrais faire passer, c'est l'hydrogène vert, c'est un formidable outil pour contribuer à la décarbonation de notre planète et aussi à l'amélioration de la qualité de vie, on l'a vu pour le côté mobilité, etc. Donc, formidable outil pour décarboner. Et deuxièmement, la France et les entreprises françaises, pour la France et les entreprises françaises, c'est une formidable opportunité parce que on est un pays gazier, on sait ce que c'est, on est un pays d'énergie renouvelable. Vous savez donc vous avez compris que l'hydrogène, c'était au milieu de tout ça. On a tous les atouts pour réussir. On a inventé le GNL et les chaînes GNL il y a 60 ans. On a les entreprises, les PME, les grands groupes, les compétences. Il faut juste que ces compétences, elles s'adaptent à l'hydrogène, elles s'intéressent. Si vous êtes là tous aujourd'hui à écouter ce qu'on dit avec Alexandre, c'est que vous vous intéressez au sujet et ça, c'est déjà un début. Et donc, voilà. Alors, si je veux résumer mon message clé pour qu'il soit bien clair, un formidable outil pour décarboner et aussi une formidable opportunité pour la France, pour faire des choses en France, mais aussi, pourquoi pas, pour exporter notre savoir-faire et faire des choses à l'international. Voilà, outils et opportunités. Alors, j'aurais jamais pu aussi bien le dire. Donc, s'agissant de ça, je m'associe largement à Franck et j'ajouterais pour ma part que ça peut être une opportunité d'investissement pour les personnes qui nous écoutent. Et là, il s'agit de trouver la bonne formule pour le faire. Alors, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse parce qu'il s'agit d'investir dans un univers qui est composé à la fois de très grandes entreprises matures, en croissance, avec une valorisation attractive. Franck voit de qui je parle, Engie en fait partie. Mais à côté de cela, il y a parfois des toutes petites entreprises qui développent des produits critiques dont l'usage est essentiel pour soutenir le développement de la filière. La production d'électrolyseurs, de piles à combustible, de compresseurs, d'unités de liquéfaction avec des compétences cryogéniques. Et donc, il y a une cohabitation finalement dans un univers qui est très hétérogène, de grandes entreprises pas chères, matures, de petites entreprises en fort développement, parfois très chères, justement en raison du développement qu'on leur prête. Alors, pourquoi investir plus largement dans Engie? Voilà la réponse, une tentative de réponse que je vais vous donner. Déjà, j'ai envie de vous parler de notre raison d'être, notre philosophie, notre boussole, ce pourquoi on se lève le matin. C'est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. L'hydrogène en fait partie. Notre stratégie est claire. Aujourd'hui, la transition énergétique offre de formidables opportunités avec un besoin croissant en énergie et une énergie de plus en plus verte. Et Engie est très bien positionnée dans ce contexte avec un portefeuille d'actifs aujourd'hui recentré et avec une ambition, celle de devenir le leader de la transition énergétique. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, notre stratégie, elle est claire, elle est recentrée. On a une phase d'accélération dans les renouvelables avec 50 gigawatts en 2025, 80 gigawatts en 2030. On monte en puissance dans les gaz renouvelables, 4 gigawatts de capacité d'hydrogène d'ici 2030. Je le souligne, on est au début de l'histoire, mais on accélère rapidement. Et enfin, d'autres sources, parce que demain, c'est l'hydrogène. On travaille aussi sur le verdissement du gaz avec le développement du biométhane, par exemple. Et on envisage 10 TWh de production de biométhane par an d'ici 2030. Voilà sur la stratégie d'Engie. Et puis maintenant, vous êtes actionnaire, vous êtes intéressé évidemment par le rendement de l'action. Nous avons à cœur d'offrir à nos actionnaires une rémunération dynamique et attractive.
On est entre 65 et 75% de notre RNRPG chaque année. Et puis, une mention pour les actionnaires fidèles qui sont nominatifs et qui pourront bénéficier et qui peuvent bénéficier du dividende majoré de plus de 10%. Voilà, en gros, quelques clés sur pourquoi investir dans Engie. Et nous, on a développé justement chez CPR Asset Management une solution qu'on pense équilibrée, qui repose sur 4 piliers, entre la génération d'énergie renouvelable qui est essentielle pour produire de l'hydrogène décarboné, un pan qui est investi justement dans les équipementiers qui fabriquent ces équipements critiques que sont les électrolyseurs et les piles à combustible, un troisième pilier qui porte sur la production et le transport d'hydrogène, et enfin un quatrième pilier qui porte sur les usagers. On réussit donc à faire cohabiter dans cet univers hétérogène, eh bien, ces grandes sociétés, ces petites entreprises en forte croissance, ce qui permet, eh bien, de gérer les risques associés au décalage de projets qui sont finalement inhérents au déploiement de toutes les filières industrielles, qui est l'aventure dans laquelle on s'inscrit en soutenant finalement le développement de l'hydrogène vert, qui offre encore une fois toutes les possibilités et opportunités que Franck décrivait en matière de développement et d'opportunités pour la France en général. Plus généralement, pourquoi investir dans le soutien, le développement des filières industrielles en devenir de l'hydrogène? Parce qu'elles offrent des perspectives de croissance qui sont extrêmement attractives. Et le premier moteur de création de valeur en matière d'investissement, c'est de la croissance. C'est la croissance dont déclinent les résultats, dont décline la génération de cash flow qui crée encore une fois le retour à l'actionnaire et la possibilité pour une entreprise de distribuer des dividendes. Cette croissance aujourd'hui, elle est déjà très importante, encore une fois, chez les tout petits acteurs qui déploient les capacités industrielles pour servir les marchés de demain, mais ça deviendra extrêmement matériel aux horizons de la moitié de la deuxième partie de cette courante décennie et ensuite quasiment exponentielle à compter de 2030. Je m'explique. Aujourd'hui, le plus gros électrolyseur en fonction dans le monde, il est en fonction par une entreprise également française, Cocorico, Air Liquide au Canada, 20 mégawatts. 20 mégawatts. Les projets qui ont été signés en 2022 et déjà depuis le début de l'année 2023 portent sur des gigawatts. Ce sont des projets qui sont en cours de déploiement en Arabie Saoudite, un projet NEOM promu par Air Products, 2 gigawatts de capacité d'électrolyse, 4 gigawatts associés d'énergie renouvelable pour produire plus d'1 million de tonnes par an d'hydrogène vert. Un projet sensiblement équivalent au Texas, 32 milliards d'investissements prévus en Mauritanie. Enfin, des projets qui sont absolument considérables, mais qui, compte tenu de leur ampleur justement gigantesque, eh bien, finalement vont voir le jour et commencer à produire seulement à partir de 2026, 27, 28 parfois. Donc les choses sont devant nous, mais la croissance, elle, sera extrêmement importante, assurément, et exponentielle à compter de 2030. Et c'est bien sûr, évidemment, la première raison qui doit conduire et soutenir un investissement, c'est les perspectives de croissance associées aux acteurs qui s'y exposent. Donc voilà ainsi résumé toutes les bonnes raisons pour lesquelles je crois pour la planète qu'il faut soutenir le développement de l'hydrogène vert avec le potentiel de décarbonation qui est associé, compris entre 10 et 20%, ne l'oublions pas. L'intérêt que ça présente pour des pays comme la France en matière de souveraineté énergétique, de déployer des capacités de déploiement, encore une fois, de l'usage de l'hydrogène et de l'hydrogène vert en particulier, et les perspectives de croissance qui y sont associées, qui en font un support d'investissement naturellement extrêmement attractif. Et je pourrais rappeler d'abord que notre fonds CPR Invest Hydrogène est un fonds qui réunit 1 milliard d'euros d'encours, qui s'est développé très rapidement, qui investit donc sur les 4 piliers que j'ai mentionnés, que je rappellerai rapidement, que sont donc le développement des énergies renouvelables, les productions d'équipements critiques comme les électrolyseurs, les piles à combustible, la production et le transport d'hydrogène décarboné et complètement, enfin, disons bas carbone et complètement décarboné, et le développement et le soutien au développement de ces usages. Dans un environnement et un univers qui est très hétérogène, composé, comme on le disait, d'entreprises qui sont très matures, de grande taille, avec une valorisation et un roulement souvent très attractif comme Engie, et à côté desquelles cohabitent des entreprises de plus petite taille en fort développement qui n'ont pas trouvé encore une fois leur maturité sur le plan économique et financier. Donc, pour faire cohabiter tout cela et soutenir le développement de cette filière, eh bien, un fonds qui l'adresse généralement semble plutôt indiqué pour, encore une fois, faire face à l'adversité de certains projets qui peuvent parfois être un peu décalés dans le temps, ce qu'on observe toujours
dans les phases initiales de développement industriel. Très rapidement, pour qu'on puisse passer aux questions-réponses, parce que juste rappeler, outil, formidable outil, très belle opportunité. Je ne dirais pas mieux. Alexandre? Un outil de décarbonation et de souveraineté porté par de très beaux acteurs industriels, notamment français. Très bien, merci messieurs. Donc nous allons passer, aux séances de questions-réponses. Et ces questions sont nombreuses. Alors, on nous a demandé en premier, comment vous transportez l'hydrogène vert? Comment vous le transportez cet hydrogène? Parce qu'on a entendu tout à l'heure parler de Oui, pipeline, mais, oui. est-ce que derrière vous allez le transporter via aussi des bateaux? Quels vont être les modes de transport? Alors, il y aura un petit peu de tout, hein. C'est un vecteur énergétique, comme a dit Alexandre. Donc, ça se transporte par camion dans ce qu'on appelle des tube trailers. Ça va se transporter. Aujourd'hui, des pipelines, il y en a quelques-uns dans certaines zones industrielles, mais on va construire des pipelines. Vous savez, chez Engie, on a un objectif à 2030 d'avoir 700 kilomètres de pipelines dédiés à hydrogène. Alors, il y aura sûrement la moitié qui seront des nouveaux pipelines, d'autres qui seront des pipelines existants qu'on va reconvertir. Et puis, on imagine qu'il y aura du transport d'hydrogène entre pays producteurs et pays consommateurs. Vous savez que, on l'a dit tout à l'heure, il y a besoin d'énergie renouvelable pas chère. Donc, il y aura sûrement des pays comme l'Australie, comme le Maroc, etc., qui seront des pays producteurs. Et on va certainement transformer cet hydrogène, le mettre sur un bateau et le transporter. Aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Il y a des tests qui sont faits entre le Japon et l'Australie. Donc, en fait, c'est une molécule qu'on va transporter par différents moyens. Il n'y a vraiment pas de souci. Et alors, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est ça ne sera peut-être pas forcément transporté sous forme d'hydrogène, ça sera peut-être une molécule dérivée, ça sera peut-être sous forme de e-méthanol ou de e-ammonia, ou etc. Tout ça, c'est en train de se faire actuellement. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème de transporter. De toute façon, ça se transporte déjà. L'hydrogène, c'est le même, qu'il soit gris ou vert, c'est sa façon de produire qui change. Donc, ça sera transporté. Et honnêtement, ça se fait de façon tout à fait sécurisée. Donc, il y aura différentes façons de transporter. Un autre internaute nous demande si vous pouvez produire de l'hydrogène, vert à partir d'eau de mer. Parce qu'il nous dit, Alors, on manque d'eau non oui, salée, mais on a une bon, quantité énorme d'eau salée. Est-ce que derrière, on peut utiliser cette quantité pour, non. faire de l'hydrogène vert? Alors, non. Alors, effectivement, comme j'ai dit, électrolyse de l'eau, donc il faut de l'eau. Mais donc, l'eau, il faut traiter ce sujet parce qu'on a besoin d'eau, mais ce n'est pas des énormes quantités non plus. Donc, dans certains pays, quand on a cité l'Australie, on a cité le Maroc, etc., on imagine qu'il y aura besoin de faire du dessalement d'eau de mer, hein, pour ne pas utiliser l'eau des nappes phréatiques, évidemment, qui sont des denrées rares dans ces pays-là. Et en fait, on évalue le coût global pour fabriquer l'hydrogène renouvelable, le coût global pour traiter l'eau, faire du dessalement de mer, à quelques pourcents seulement. Donc, il faut le traiter sérieusement, mais on ne peut pas utiliser de l'eau de mer, non. Alors, on a une question de Lionel, eu égard justement donc, à l'émission qui justement donc, a été diffusée cette semaine. Soyez absolument libres tous les deux éventuellement donc, d'y répondre, hein, bien entendu. Et en fait, je pose la question parce que d'autres justement de nos participants ont demandé à ce qu'on la pose. Donc, cette émission a été une émission a priori à charge, donc très critique. Et la question qui est posée, c'est une question plutôt généraliste, à savoir qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des commentaires sur les arguments qui ont été notamment développés à l'encontre justement donc, de l'hydrogène vert pour le coup? Alors effectivement, ça sera un petit peu long de détailler. Ce que je vous invite à faire, c'est aller sur le site de l'Association française de l'hydrogène qui s'appelle France Hydrogène, qui a fait un communiqué auquel nous, on a participé, NJ, mais que d'autres aussi. C'est un communiqué très clair qui, point par point, explique les contre-vérités ou donne des précisions, etc. Donc, je pense que c'est… Alexandre pourra compléter si vous le souhaitez, mais allez voir France Hydrogène, le site de France Hydrogène, vous avez une réponse qui est très bien faite et qui explique ce qui est vrai, parce qu'il y a des choses vraies dans ce documentaire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui demandent à être explicitées ou qui sont sorties du contexte. Et nous nous efforcerons de notre côté, justement, lors de la diffusion du replay, de vous mettre dans le descriptif, justement, donc, ce dont vient de parler Franck. Alexandre, peut-être un commentaire là-dessus ou pas? À votre Oui, disposition. sans doute. D'abord, j'apprécie votre attitude, Franck. Vous le dites avec
beaucoup de courtoisie, alors qu'effectivement, les programmes à charge sont de vulgarisation à charge, servent pas beaucoup de causes et en l'occurrence, les choses ont été adressées peut-être par, un bout de la lorgnette qui est original dans le sens où, comme on vient de l'expliquer, les principaux usages de l'hydrogène porteront sur la décarbonation d'industries polluantes, le transport lourd, camions, marine, train, aviation éventuellement demain et peut-être en queue de peloton, on verra véritablement déployer le véhicule passager individuel avec des piles à combustible, même si j'ai encore vu des représentants de Toyota aujourd'hui qui y croient dur comme fer, qui ont leur troisième génération de piles à combustible qui sortira en 2026, dont le prix sera divisé par deux, qui le rendra complètement compétitif et qui pourrait faire une solution très intéressante. Pour autant, dans l'immédiat, là où on voit véritablement se développer l'hydrogène, c'est vraiment les industries polluantes, l'acier, le ciment, le verre, la chimie, remplacer l'hydrogène gris là où on l'utilise aujourd'hui dans les raffineries, dans les fertilisants. Et ensuite, dans le transport lourd, comme je l'indiquais, pour les camions, pour les longues distances, pour la marine, pour le train. Vous savez qu'il y a 50% des lignes de voies ferrées en France, par exemple, mais c'est pareil pour le reste de l'Europe, qui ne sont pas électrifiées. On ne les électrifiera jamais en raison des investissements qui devraient être réalisés pour pouvoir les installer, les équiper de caténaires, tout un tas de trucs. Elles fonctionnent avec du diesel aujourd'hui, ces locomotives. Et il existe des locomotives qui fonctionnent très bien avec un rendement et une efficacité qui est extraordinaire avec des piles à combustible. Cocorico, encore une fois, l'acteur qui les déploie, elles fonctionnent déjà, c'est Alstom. Et Siemens s'y met. Et bien évidemment, on va voir fleurir les trains où il ne s'agira que sur les mêmes infrastructures de changer une locomotive qui va être propulsée avec de l'hydrogène. Ça, ce sont des solutions formidables dont on a, je crois, très peu entendu parler dans ce reportage. Et en conséquence, je pense qu'il n'est pas satisfaisant sur le plan éthique d'adresser le sujet de cette façon-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne souhaiterais pas commenter plus en avant. Mais vous l'avez dit avec beaucoup de courtoisie, Franck. Alors on a des questions aussi sur effectivement la rentabilité, parce que les actionnaires individuels ont souvent cette question. Ils ont cette question en fait aux sociétés cotées, généralement ils leur demandent la rentabilité, du placement. Et là on a la question sur un investissement en hydrogène vert, mais combien de temps à être rentable? Alors c'est compliqué parce que ce sont des nouvelles sources d'énergie. Donc est-ce que derrière dans vos prévisions, vous avez des objectifs de développement sur un certain nombre d'années, avec des perspectives de rentabilité? Ou est-ce que c'est encore trop tôt, pour faire pour faire ces prévisions? Et ça rejoint une question liée justement donc à votre fonds, Alexandre, qui dit, quel est le rendement du fonds en fait, en l'occurrence? Est-ce que l'hydrogène vert, Voilà. il contribue justement à ce rendement? Les actionnaires individuels, Alors, toujours très sensibles au rendement. évidemment, je les comprends, c'est quand même ce que recherche un investisseur, c'est d'avoir du rendement. Et en conséquence, le rendement, il peut être procuré par la distribution des dividendes des sociétés dans lesquelles on investit, donc une part du résultat qu'elles génèrent, et la croissance de ces mêmes résultats. Les deux ensemble vont combiner ce qui va représenter le rendement total de l'investisseur. Un investissement dans l'hydrogène, selon quelle perspective? Ce serait la question que j'aurais à poser à cette personne. Est-ce qu'il suppose lui-même de déployer une unité de production d'hydrogène vert pour y trouver une certaine rentabilité? Ce que se proposent de faire certaines entreprises. À nouveau, pour citer une entreprise française, il y a une jeune pousse qui s'appelle Life, qui est absolument extraordinaire avec une équipe très motivée qui déploie des unités de production d'hydrogène et qui aujourd'hui, évidemment, a l'intention de le faire de manière tout à fait rentable. Donc eux, ils associent des capacités, d'énergie renouvelable avec une capacité d'électrolyse dédiée et ensuite ils vont vendre l'hydrogène vert qu'ils vont produire et qu'ils vont transporter, distribuer avec des camions et chaque site évidemment, individuellement, a vocation à être lui-même rentable pour que l'entreprise dans son ensemble trouve cette rentabilité, même si encore aujourd'hui, elle est en phase d'investissement. Il y a une courbe, vous savez, un peu en J où il y a la phase d'investissement avant de trouver la rentabilité et que les choses ensuite arrivent à maturité. Donc, pour les entreprises les plus petites qui viennent de commencer leur aventure dans l'hydrogène, aujourd'hui, elles sont peut-être pas encore rentables, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas demain, mais souvent, le corollaire de cette absence de rentabilité, c'est une très forte croissance.
Le marché préempte ça au travers d'une certaine valorisation qui a vocation à encore une fois évoluer à mesure que la top line, donc les ventes croissent et ensuite que la rentabilité arrive et que la génération de cash à nouveau trouve son rythme de croisière. Donc des perspectives très attractives, mais associées quand même à un certain risque, puisqu'il peut y avoir une certaine volatilité en raison de la petitesse des entreprises, qui fait que si un projet est décalé, et bien tout de suite, patatras, les perspectives à court terme ne sont pas atteintes. C'est ce qu'on appelle un profit warning. Ça peut induire cette volatilité qui est très importante et qui est largement supérieure finalement à celle du marché dans son ensemble. À côté de quoi, il y a des entreprises très matures qui saisissent cette nouvelle opportunité qui est celle de l'hydrogène et qui apportent une corde de plus à leur arc. C'est le cas d'Engie qui voit sa croissance augmenter des opportunités nouvelles, d'accompagner et donc de diriger même une transition énergétique et de saisir l'opportunité constitue la solution technologique qu'est l'hydrogène. Donc, vous voyez, moi, dans mon fonds, ce que je vais proposer aux investisseurs, c'est d'exposer à toutes les opportunités de la filière hydrogène, tant sur les sociétés matures qui aujourd'hui la saisissent, et aussi les petites entreprises nouvelles qui veulent, eh bien, euh, comme c'est souvent le cas quand il y a une nouvelle friche industrielle, qui s'offre à des entrepreneurs finalement motivés, eh bien peut-être génératrice de grandes opportunités, mais avec souvent un peu plus de risques associés. Donc il faut balancer un peu les deux, et c'est ce que nous faisons au travers de notre fonds qui compte une 70 sociétés à peu près, investies dans le monde entier, sur tous les pans de développement, encore une fois, de la valeur, de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Un fonds donc, que nous proposons hein, sur easybourse.com et donc, a priori, donc on comprend que le portefeuille n'est pas nécessairement concentré en fait alors du coup. Diversification, de l'allocation, donc diversification du risque, on imagine, en conséquence du coup. Oui. Question également sur les pipelines existants. Est-ce que vous pouvez réutiliser les pipelines existants, par exemple pour le gaz, pour transporter l'hydrogène? Oui, tout à fait. Moyennant quelques ajustements, sur le pipe lui-même, pour assurer pour assurer son intégrité, mais surtout pour les installations de compression, et cetera. Mais oui, et en fait, quand je vous disais tout à l'heure que chez Engie, enfin notre filiale GRT Gaz, a pour objectif d'avoir 700 kilomètres de pipeline dédiés à 2030, il y a la moitié des pipelines qui seront nouveaux, mais la moitié qui seront des pipelines réexistants parce que ça coûte moins cher de les modifier plutôt que de construire un nouveau. Oui, oui, bien sûr. On peut réutiliser, mais il faut faire des modifications. Très bien. J'ajoute à ce sujet qu'une part déjà de Nord Stream 2 est en train d'être reconvertie au transport de l'hydrogène, puisque Nord Stream 2, qui avait vocation encore une fois à transporter du gaz venant de Russie, eh bien pour le moment en tout cas, n'a plus grand-chose à transporter. Alors, peut-être une dernière question, de Jean-Yves, qui a l'air particulièrement de connaître, la thématique, qui nous parle d'une nouvelle découverte au Canada pour un nouveau catalyseur pour purifier les eaux usées et en produire de l'hydrogène. Alors ça, ce serait formidable. Si on n'a plus besoin d'eau, qui soit l'eau potable dont on manque tant et qu'on puisse utiliser les eaux usées. Donc est-ce que vous souhaitez réagir sur le sujet ou expliquer un petit peu plus en détail? Si vous permettez, moi je veux bien. Il y a dans l'écosystème industriel de l'hydrogène énormément d'initiatives. J'entends d'initiatives technologiques et d'innovations associées. Il s'agit d'apprécier leur degré de maturité avant d'envisager leur déploiement industriel. En matière d'électrolyse, par exemple, il y a aujourd'hui une technologie robuste qui est la technologie alcaline. Celle-ci, certains acteurs industriels très connus en Europe, ThyssenKrupp, Siemens Energy, en sont les dépositaires et déploient des grandes capacités d'électrolyse qui reposent sur cette technologie alcaline. Il y a une autre technologie qui s'appelle PEM, qui est un peu plus innovante, qui n'a pas encore trouvé son industrialisation à l'échelle, même si elle est mature d'un point de vue technologique. Et puis il y a des technologies qui sont un peu moins avancées en matière de TRL, comme on appelle ça, c'est-à-dire le degré, encore une fois, d'appréciation du degré de maturité industrielle d'une technologie. Et il y a le solide oxyde, il y a l'AEM qui est encore une autre technologie, il y a celle à laquelle vous faites référence. On observe ça. Nous, chez CPR Asset Management, on a une cellule justement d'observation qui entretient des relations avec le monde académique et industriel non coté, qui est animée par des ingénieurs qui sont des experts en la matière, avec lesquels on entretient des relations permanentes, étroites, pour être à jour justement de toutes les initiatives, parce qu'il y en aura nécessairement énormément. Et en conséquence, ça peut être une voie, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir, d'idées arrêtées sur les choses en l'état actuel de la connaissance,
de la science. Franck a raison de dire qu'on ne sait pas faire de l'électrolyse avec de l'eau salée ou contaminée. Ça ne présume pas nécessairement que dans 5 ans, à l'échelle industrielle, il n'y aurait pas des électrolyseurs qui réussiraient à le faire. De la même façon, aujourd'hui, on considère que de l'hydrogène blanc, c'est-à-dire géologique, on n'en a pas trop. Il y a un gisement dans le monde au Mali qui exploite directement de l'hydrogène. Mais nouvellement, comme on s'intéresse à la solution, au déploiement des usages de l'hydrogène, de nouveau, tout un tas d'acteurs se posent la question de savoir si finalement on ne trouverait pas des sources géologiques d'hydrogène directement exploitables, plus nombreuses qu'on ne pouvait l'imaginer il y a encore peu de temps. Donc les choses évoluent. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être un des défis à relever, en tout cas en matière d'investissement, c'est de s'assurer justement qu'on fait les bons choix et pas de s'orienter dans ce qui pourrait être justement un mauvais choix. Un tout petit complément à cette très bonne réponse d'Alexandre. Donc nous, chez Engie, on a évidemment notre département recherche et développement qui regarde tout ça. On a aussi une entité qui s'appelle Engie New Ventures qui supporte des startups, qui investit, etc. Donc on regarde, on a ces deux paires d'yeux qui regardent ce genre d'activité. Mais en parallèle de ça, on déploie comme les techniques d'électrolyseurs par alcalin sont matures, etc. On avance sur ces projets-là, mais ça ne laisse pas, voilà, ça nous laisse ouvert aussi pour d'autres techniques plus tard. Mais il faut qu'on avance quand même, parce que sinon on va se faire doubler par d'autres pays, par d'autres acteurs, etc. Mais il faut absolument être en veille active. Tout à fait. Et c'est ce qui me fait reprendre justement la phrase d'un de nos participants pour justement donc boucler en fait ce webinaire, à savoir que l'hydrogène vert, il semble que nous soyons sur le bon chemin, même si a priori ce chemin semble long. Donc voilà, donc écoutez, merci énormément, chers experts, effectivement, du sujet, d'avoir accepté d'apporter votre éclairage, d'avoir accepté justement donc d'alimenter cette première session de conférence. Donc je vous remercie énormément. Et puis Véronique, peut-être éventuellement un mot pour terminer cette première session. Pour répondre à ceux qui nous ont déjà posé des questions des futures dates de session, nous ne les avons pas encore, mais nous allons sortir un planning avec Imen des différents sujets, puisque l'investissement qui a du sens et l'investissement responsable, c'est vraiment une thématique qui nous tient à cœur et que nous souhaitons développer pour mieux exprimer, puisqu'on demande maintenant aux actionnaires individuels de s'exprimer sur le sujet quand ils investissent. Donc, il est important qu'ils s'expriment sur des choses qu'ils comprennent. Et on ne le rappellera jamais assez, on n'investit pas quand on ne comprend pas. Donc, nous allons contribuer à faire cette éducation financière de façon à vous aider à mieux connaître ces thématiques qui ont du sens. Merci énormément. Et puis donc, nous vous redonnons rendez-vous avec Véronique le mois prochain, pour le coup, pour en fait une nouvelle sous-thématique. Encore merci, messieurs. Merci beaucoup. Et Merci, merci messieurs, Merci de pour votre participation. invitation. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir Au à tous. revoir. Au revoir. Bonsoir.